Bon, bah, je propose qu'on commence maintenant, du coup. Donc, d'abord, bonjour et bienvenue à tous dans cette session dédiée à l'organisation et à l'animation d'activités collaboratives. Donc, je suis Laurie, chercheuse au CETIC, et je serai votre hôte pour cette session jusqu'à 11h30. Après chaque présentation, il y aura un temps pour des questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions, questions et réponses, et également interagir directement dans le chat via l'onglet Feed. Vous pouvez également réagir en direct avec des émoticônes. Donc, nous ne saurons peut-être pas répondre à toutes les questions lors de cette session. Pour ça, je vous invite à discuter avec les orateurs éventuellement lors de la pause dans l'espace lounge. Et si jamais vous vous faites encore éjecter comme tout à l'heure de la session, n'hésitez surtout pas à rafraîchir votre page et à revenir dans l'onglet session ou à poster un petit mot dans le chat pour que je vienne vous aider. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Anneline et Absamat qui vont vous parler du projet H6K. Donc, je vais les inviter sur scène. Euh, Bonjour. Bonjour Anneline. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Mais voilà, je vous laisse la scène, donc je reviens dans 15 minutes. Parfait. À tout à l'heure. Merci Laurie. On va se présenter. Donc moi c'est Absamad Abachi, je m'occupe de la coordination globale du projet Asiska. Et donc, moi, c'est Anneline Roger. Je m'occupe de l'animation et de l'éducation au sein du projet Assisca. Et ce que je vous propose, quand j'ai regardé la tendance de la réunion aujourd'hui, je me rends compte que peu de gens ont eu l'opportunité de venir visiter le projet Asiska. J'ai une petite vidéo pour vous donner un peu une dimension physique à l'espace. Ensuite, après cette vidéo, je vous proposerai d'expliquer un peu ce qu'on fait dans ce projet. Et puis, en dernier lieu, Aline et moi, on vous présentera les initiatives qu'on a prises suite à l'impact du Covid. Donc, première étape, petite vidéo. Deuxième étape, on explique le projet. Troisième étape, on explique comment on essaye de s'adapter au jour le jour. Et si ça vous va, on lance la vidéo. Anne-Lyne, tu me confirmes qu'on voit mon écran? On voit ton écran, oui. J'espère que la vidéo a fonctionné. Par contre, on n'a pas le son. Donc, Anne-Lyne, tu me disais qu'on n'avait pas le son? Oui, mais on a vu. On a vu. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, Asiska, c'est vraiment un centre physique où on se regroupe. Et quand on regarde la vidéo, c'est quand même assez. C'était le monde d'avant, hein. Tout le monde était un peu libre et effectivement, cet impact du Covid nous a touchés lourdement. Maintenant, je vais quand même revenir sur l'objectif d'Assiska. Assiska, c'est un espace physique qui colocalise les fonctions essentielles de l'innovation plutôt industrielle. Et donc, on a, et vous voyez tous les grands noms et les petits noms et les moyens noms des entreprises qui sont hébergées de manière
continue chez Assiska. Donc, on a des grandes entreprises, on a des startups, on a des centres de recherche, dont le CETIC. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est si proche des partenaires institutionnels et des centres de formation. On ne parlera pas beaucoup de Siska, qui est plus dédié à la formation et qui est colocalisé. Vous avez vu quelques vidéos. On va surtout parler de la plateforme d'innovation partagée. Le but vraiment, c'est de pouvoir faire des projets technologiques ensemble sur des thématiques qui ont été définies. Donc on a 4 missions. C'est d'abord justement animer un lieu qui permet le renforcement et de la visibilité des acteurs et aussi la mise en commun. La mise en commun pour faire quoi? Pour dynamiser l'innovation. Donc générer des projets assez pointus et techniques qui créeront l'industrie de demain et surtout d'après-demain. On a des grandes entreprises, mais aussi on veut générer des nouvelles entreprises ou des nouveaux projets qui ne sont pas liés à des grandes structures. Donc, on a tous des processus d'incubation pour la localisation de nouveaux projets, particulièrement je l'ai dit, dans les sciences de l'ingénieur et plutôt industrielles. Et puis, on a aussi la mission de générer des nouveaux talents qui répondent aux demandes des entreprises. Et là, c'est un grand partenariat avec Siska et Anne-Lyne aura l'occasion de toucher peut-être un tout petit mot là-dessus. Je vais passer, on est super en retard, donc on avait cette charte, c'est plutôt pour indiquer l'impact du Covid. Donc en moyenne, l'objectif était d'arriver à 120 personnes de manière journalière dans l'espace Assiska. On voit qu'on est en moyenne à 15 en ce moment, et 15 c'est déjà pas mal quand je vois les autres bureaux. Mais effectivement, le défi pour nous, là où on doit générer des sessions collectives, on se retrouve un peu suite aux recommandations et même aux obligations gouvernementales à essayer de se réinventer. On a aussi à l'intérieur de l'espace beaucoup d'infrastructures partagées, installées ou en devenir, et ces infrastructures, c'est des espaces physiques aussi. Donc on a des démonstrateurs industriels pour montrer l'industrie de demain, un supercalculateur pour simuler des processus industriels, et puis quelque chose qui est peut-être plus naturel à comprendre, les autres sont aussi compréhensibles, mais un Fab Lab, quand on l'imagine, on se rend compte que c'est aller fabriquer des pièces dans un endroit spécifique. Ici, on peut le dire, on va pas le développer, mais le Fab Lab maintenant est ouvert que sur rendez-vous. Il est déjà ouvert sur rendez-vous, c'est super, mais c'est vraiment un des défis qu'on a devant nous. Des data centers, c'est moins impliquant, mais on a aussi des équipements d'impression 3D qui demandent de la présence physique. Et tout ça, je vais aller très vite, mais on a des thématiques industrielles fortes sur lesquelles on a des compétences. Et donc, l'objectif aussi, c'est d'avoir dans un espace de 5 ans, un très grand centre qui fait plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, là où aujourd'hui, on a pour objectif d'être à fin 2021 à 8000 mètres carrés. J'ai été très vite pour essayer de récupérer le retard. Anne-Lyne, je ne vois pas s'il y a des questions, n'hésite pas à me solliciter. D'accord? Donc, là, c'était pour un petit peu donner l'introduction sur Assiska, essayer de manière très rapide de vous donner une idée. Donc, je rappelle simplement, Assiska est un espace qui accueille des entreprises et qui collabore sur des projets. Et donc, c'est une mise en commun de savoir et d'outils pour générer des projets qui créeront l'économie de demain. Quand on a dit ça et quand on pense au Covid, la mise en commun commence à se compliquer un peu, surtout dans les sessions de créativité. Donc, si je reviens un peu en arrière, donc on est relativement nouveau on a ouvert en septembre 2019, donc il y a un peu plus d'1 an, et on avait commencé physiquement, et vous voyez des images d'activités où on s'est présenté chacun, et une des grosses activités qu'on fait ici, on appelle ça des techno-share meetings, on aime bien les mots anglais, donc des réunions
de mise en commun technologique où des sujets sont identifiés et comme vous le voyez en bas à gauche de la photo ou en bas à droite, on se réunit tous autour d'un sujet assez pointu souvent et on met en commun, on explique nos problèmes, on explique nos compétences et on se dit, tiens, moi je travaille chez Alstom, toi tu travailles chez Thales, toi tu es au CITIC, toi tu es chez Senairo, vous avez tous des compétences, on a tous des compétences assez complémentaires, mettons-nous ensemble pour répondre à nos problèmes qui sont divers. On a un socle commun et puis on se séparera à un moment donné pour trouver chacun une petite solution à nous, mais s'il y avait 100 mètres à faire, 80 mètres seront faits tous ensemble. Et puis, on était bien, la dynamique était extrêmement prometteuse. Et puis, en mars, premier confinement. Celui-là, je pense, je peux dire, on l'a subi. Donc, un peu comme tout le monde, un petit peu, pas choqué, mais arrêté dans notre élan. Du jour au lendemain, tout se vide. Et puis, on se dit, ça va durer une semaine, ça va durer 2 semaines, ça va durer 3 semaines. Et puis, on se rend compte qu'on est installé dans une réalité qui semble s'installer. Et donc, on se dit, OK, on va relancer la machine, mais on avait la chance à ce moment-là, les recommandations gouvernementales étaient moins fortes qu'aujourd'hui. Donc, on a pu relancer des workshops et vous voyez la différence. Ici à gauche, on est tous dans une salle un peu collés les uns aux autres. On a la chance d'avoir de grands espaces ici chez Assiska. On a refait des workshops, mais là, avec une distanciation sociale. Vous voyez que les gens sont épars, mais on arrivait toujours à mettre en commun physiquement. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. On a redynamisé. Et puis, en octobre, on voulait en faire encore une le 13 octobre de manière avec une distanciation sociale. Et puis, on s'est rendu compte que ce serait impossible. Le 13 octobre, les mesures commençaient à se resserrer. Et l'adaptabilité nous a permis de migrer d'un modèle présentiel à un modèle numérique avec des sous-groupes présentiels. Donc, on était 70 personnes pour faire ce séminaire sur, c'est super à la mode, c'était sur comment rendre un avion électrique, pour faire simple, hein, c'était un peu plus compliqué, mais pour faire simple. On s'est retrouvé à 70 aussi un peu sous le modèle qu'on vit en ce moment. On doit avouer avoir la chance d'avoir des membres de communautés qui font partie de grandes structures souvent internationales et qui sont habitués avec les outils numériques. Et donc, ce qu'on a fait, on a fait cette grande session au matin de 70 personnes, on a envoyé des questionnaires et 3 petits workshops de suivi avec une maximum 10 à 15 personnes, des réunions de travail par sous-groupe pour permettre justement la distanciation sociale et continuer à travailler ensemble sur des sous-thématiques cette fois-ci. Et par contre, maintenant, on est en train de complètement migrer d'un environnement extrêmement physique à un environnement extrêmement numérique, mais avec des outils spécifiques. C'est pour ma part la première fois que je voyais le programme ART, celui qu'on utilise aujourd'hui. Je le trouve plutôt intéressant et on va potentiellement l'exploiter. Il y a d'autres outils qui s'appellent par exemple Mural, avec une efficacité relative. Hein, ça remplacera jamais le physique, mais aussi vous avez vu sur mes planches précédentes qu'on avait des post-it collés pour faire de la créativité. C'est des outils numériques qui permettent de le faire. Ce qu'on se rend compte par contre, c'est qu'il y a une taille critique à ne pas dépasser. Donc le workshop qui arrive ici, c'est début du mois prochain, on a limité à 40 personnes parce que au-delà, je pense que les interactions sont un peu plus difficiles. On a limité à 40 personnes qu'on trie un peu sur le volet pour pouvoir interagir. Et donc, on est vraiment en train de se chercher. Hein, et donc, moi, je suis plus ici pour exposer nos défis que pour dire on a trouvé des solutions. Et si quelqu'un a des recommandations, on serait ravis de pouvoir les entendre. Et je serai attentif aussi
à mes collègues qui passeront après nous. On est en train d'essayer de migrer sur une nouvelle organisation de la créativité. Assiska est déjà une nouvelle organisation du travail en tant que telle, puisqu'elle fait cette plateforme de mise en commun. Mais pour le trajet technologique, on est en phase de défi. Mais le projet technologique ne peut pas avancer sans un projet où le lien social est aussi garanti. Et là, je laisserai ma collègue Anne-Lyne peut-être expliquer un peu ce qu'on essaye de faire. Je vous ai expliqué sur la trajectoire technologique comment on essayait de s'adapter. Par contre, Anne-Lyne, peut-être. Donc, c'est vrai qu'on a vu que le Covid avait eu un impact sur l'isolement des travailleurs et la perte un peu d'esprit d'entreprise, de lien. Avant, chez Assiska, on avait pas mal d'échanges sociaux, on avait des small talk dans le jardin, on avait l'Assis Café tous les jeudis matins, donc de 9h à 9h30. Tout le monde de toutes les sociétés venait prendre le café ensemble. On se retrouvait dans la cafétéria pour manger. Enfin voilà, tous ces liens sociaux, du jour au lendemain, ont disparu. Et comme disait Absamad, le premier confinement, on était un peu paf. Et donc, deuxième confinement, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place? Donc, dans le but de garder ce contact qu'on avait déjà initié en tant qu'habitant Assiska et Eusiska, c'est la création d'un Assis Connection. Et donc, on a transformé cette pause du matin, du jeudi matin, en pause de midi, où tous les jeudis, midi, pendant 30 minutes, on se connecte tous ensemble. Et alors, on va vraiment là plus se focaliser sur l'habitant du module qui va se présenter aux autres en tant que personne. Qu'est-ce qu'il fait au jour le jour? Il va expliquer son travail. Et donc voilà, ce qui va permettre aussi déjà de se rencontrer grâce à l'outil numérique. Donc, on va être ensemble dans une même pièce, entre guillemets. Comme ça, on va aussi savoir ce que fait tel collaborateur assis à son bureau de iCare, par exemple, et sur quel projet il travaille. Et ça peut intéresser d'autres habitants d'Assiska. Et aussi, et surtout, ça va nous permettre, là où on a, donc comme Absamad expliquait, Assiska et Eusiska, qui sont sur le même site, mais qui ne se côtoyaient pas nécessairement. Mais voilà, on va les inviter pour qu'ils découvrent aussi bien l'un et l'autre que font les centres de formation Eusiska, ce qu'ils proposent comme formation ou comme stagiaire, par exemple. Et inversement, eux, tiens, quel est mon futur peut-être chez Assiska, chez Alstom, chez Thales ou dans la start-up XY. Et donc voilà, c'est tout ce lien social qu'on va recréer via ça en se focusant surtout sur les personnes. Et ce qui va permettre qu'au prochain déconfinement, quand on ira sur site et qu'on croisera à la machine à café Damien qui nous s'est présenté qui se présentera jeudi prochain, eh bien voilà, on saura un peu plus sur lui, on pourra lui poser des questions. Donc c'est vraiment un brise-glace un peu anticipé. Donc ça, c'est vraiment le gros lien social, l'activité sociale qu'on va remettre en marche, donc uniquement pour les habitants. Et alors la deuxième chose sur laquelle on n'était pas prête du tout, c'est donc on a beaucoup d'activités, comme ça m'a dit, aussi bien technologiques, mais on a aussi bien des formations Assiska en interne, des événements, etc. Et toute l'école Assiska où il y a différents centres de formation qui ont dû s'adapter. Et on est sur la création d'une salle de conférence, donc avec juste inclure des caméras, micros, écrans, etc., pour vraiment que les in et out, on puisse faire ces formations, ces workshops à distance en se sentant quand même tous ensemble dans la même salle. Donc voilà deux projets qui n'avaient pas abouti, qui n'étaient pas en place avant le Covid, qui maintenant sont en place. C'est vrai que c'est très vite. Et comme disait Absamad, on est preneur de bonnes pratiques, de best practices. On a 1 an. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des belles choses à partager avec nous. Oui. Et si je peux quand même rassurer, on a des salles de conférence aujourd'hui. Ah oui, oui. Mais c'est des salles de conférence où il nous manque des micros directionnels et des caméras potentiellement directionnelles qui suivent les personnes quand elles discutent. Donc c'est vraiment là on est tous chez nous avec notre petite caméra et notre micro, ça marche pas mal. Mais à partir du moment où on est 3
ou 4 dans une salle, on a de la chance de pouvoir avoir des très grands espaces ici, donc on peut se mettre à 3-4 dans des salles de 50 mètres carrés. C'est à ce moment-là qu'on veut un peu upgrader ces salles de 50 à 200 mètres carrés pour pouvoir aussi, c'est pour vous rassurer quand même, on a de l'électricité, de l'internet et des salles. Oui, donc c'est vraiment toute cette technologie le point technologique qui nous manquait et qui est maintenant en cours d'installation. On a rattrapé pas du tout le retard, hein, mais on a essayé quand même. Donc je ne sais pas si il y a des questions. Bonjour, me revoilà. Donc, il y a une question dans le chat. Quelqu'un qui demandait si le workshop du 9 décembre était complet, parce qu'il n'était pas dans l'agenda. Parce que quelqu'un a partagé un agenda à 6K, donc je suppose que ta question s'y rapporte. Oui, mais en fait, on serait ravis de recevoir vos coordonnées. Comme j'ai dit, ce workshop est presque complet, donc n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées et on reviendra vers vous. Ok, voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas de questions particulières. Voilà. Donc, merci beaucoup pour vos présentations. Donc, je propose que nous passons à la seconde présentation, donc qui est de Louise et Nathalie du BEP et du TRAC. Donc, je vais vous retirer de scène pour les inviter à votre place. Merci beaucoup à vous deux. En tout cas. Merci. Alors. Alors, Nathalie. Et Louise. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Alors. Oups, voilà. Bon, voilà, je vous laisse 15 minutes de présentation. À tout à l'heure. C'est Louise qui va commencer la présentation. Oui, donc bonjour à tous. Donc enchantée, Louise Tessaro, donc je travaille au BEP. Donc le BEP, c'est l'intercommunal de développement économique en province de Namur. Et donc je vais laisser Nathalie se présenter en 2 minutes. Vas-y. Oui, parce que moi je travaille au TRAC comme conseillère d'entreprise. Et le TRAC, il a comme partenaire en fait, il y a 3 partenaires, le BEP, le KIC et l'Université de Namur. Donc voilà, on est présent aujourd'hui pour vous parler en fait de notre projet d'e-learning et vous montrer aussi un cas concret donc via la formation de Nathalie en fait qui devait avoir lieu de base en présentiel et puis qui s'est développé en distanciel dû au Covid. Et donc moi je suis là en fait parce que je suis responsable des formations au niveau du BEP et donc c'est moi qui gère le projet finalement d'e-learning au niveau du BEP. Et donc, en fait, un projet qui a commencé en février 2019, donc qui n'était pas vraiment en lien, en fait, avec le Covid de base, mais qui nous a quand même bien servi, en fait, parce qu'il est arrivé juste au bon moment. Donc, je vais partager mon écran et lancer la présentation. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a un problème. Nathalie, n'hésite pas à me dire s'il y a des questions, parce que donc, je ne vois plus l'écran. Donc, voilà. Donc, en fait, nous, on a lancé un projet d'e-learning au niveau du BEP, donc comme je vous le disais, en février 2019. Et en fait, on a décidé de se lancer dans l'e-learning pour différentes raisons. En fait, on s'est rendu compte au niveau des entreprises du Namurois, donc nous, on donne bien des formations aux entrepreneurs namurois, donc c'est vraiment des formations qui sont destinées à l'extérieur et aux entrepreneurs. Et donc, on s'est rendu compte que ces entreprises, elles avaient des nouveaux besoins, en fait, en termes notamment de mobilité, de flexibilité et sur l'efficacité des formations parce qu'en fait, donc, il faut savoir que sur le territoire namurois, on a plutôt des TPE et donc c'est difficile de mobiliser les chefs d'entreprise ou les employés sur des longues périodes et donc on était souvent obligé de faire des formations de maximum une demi-journée. Il fallait aussi qu'ils se déplacent, donc la province de Namur est assez vaste et donc des fois quand il fallait toucher le sud de la province, des gens qui doivent venir pour 3 heures de formation dans le centre de Namur ou autre, c'était compliqué pour eux de venir. Et donc, on s'est rendu compte que les formations en présentiel n'étaient pas toujours très efficaces. Et donc, on avait seulement le temps, en fait, de parcourir la théorie,
mais pas vraiment finalement d'aller dans le fond de la formation et vraiment sur des cas pratiques. Et donc, voilà, on a commencé à un peu discuter de la pertinence des formations, de voir s'il n'y avait pas moyen de finalement les rendre plus efficaces et de renforcer finalement aussi le lien entre nos services, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du département de développement économique, on a à la fois du coaching d'entreprise, donc qui se fait à titre individuel, et des formations qui se font de manière collective. Et donc, l'objectif aussi, c'est toujours de faire plus de liens entre finalement les coachs qui ont finalement le savoir et qui ont l'habitude finalement de coacher des entreprises sur leurs services en fonction de leurs besoins, etc. Donc, ça peut être sur des thématiques vraiment très variées, donc de la finance, du marketing, de la communication, et le collectif. Et donc, on essaye souvent de faire du lien entre services individuels et collectifs. Et donc, c'était l'objectif aussi de renforcer le lien entre le collectif et l'individuel. Et puis, on a remarqué aussi qu'il y avait pas mal d'opportunités sur le marché parce que, bon, je pense que personne n'est passé à côté du fait que le numérique est partout et que la vidéo prend de plus en plus d'importance et qu'on était déjà en train de parler en 2019 de nouvelles méthodes d'apprentissage et l'e-learning prenait de plus en plus d'importance. Et donc, nous, on a décidé en discussion, enfin, en accord avec notre direction, d'entamer ce projet d'e-learning. Et donc, en fait, au moment de lancer le projet, il y a plein de questions qui se sont posées parce que donc, c'est moi qui suis gestionnaire du projet de base et donc j'étais toute seule pour monter ce projet d'e-learning. Et donc, moi, j'ai eu quand même plusieurs questions en me demandant, oui, mais bon, qu'est-ce que ça, enfin, se lancer dans l'e-learning, finalement, combien de temps est-ce que ça prend? De quel matériel est-ce qu'on a besoin? Comment est-ce qu'on digitalise finalement du contenu pour que ce soit donc ce qu'on appelle la pédagogie du digital, parce que moi c'était une de mes grandes questions. Pour avoir déjà suivi des e-learning à l'université, donc des MOOC, j'en avais pas une très bonne expérience à l'époque parce que c'était finalement regarder des vidéos de 40 minutes avec des gens qui parlent sur un ton très monotone et autres. Et donc, je voulais surtout pas faire ça, surtout qu'encore une fois, c'était des formations qui étaient destinées à l'extérieur. Et donc, les entrepreneurs doivent s'inscrire quand même à la formation et payer pour cette formation. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de les fidéliser et d'avoir vraiment un contenu qui soit pédagogique, ludique, intéressant pour eux. Et puis, il y avait aussi toute cette question des ressources humaines nécessaires pour créer un tel contenu et donc combien de temps ça prenait, quelles implications ça avait pour les équipes en interne et autres. Et donc, en fait, on était avec toute cette série de questions et donc, j'ai demandé à ma directrice de pouvoir, en fait, faire appel à une société, un consultant extérieur, donc spécialisé en pédagogie du digital, pour pouvoir, en fait, apprendre par la pratique. Et donc, en fait, c'est la méthodologie qu'on a utilisée. Et donc, on a décidé, en fait, de digitaliser une de nos formations en présentiel qui s'appelle le NEC et qui est en fait un cycle de 7 ateliers qui sont destinés aux porteurs de projets, en fait. Et c'est un cycle d'ateliers qui se fait notamment en collaboration avec le TRAC, qui a vraiment pour objectif d'aider les porteurs de projets dans la validation de leur idée. Et donc, en fait, c'est un cycle qui nous prenait énormément de temps en présentiel parce que c'était plus de 8 soirées en présentiel. Et donc, difficile aussi de motiver les apprenants tout au long du cycle. Ça nous demandait beaucoup d'organisation. Et finalement, il y avait peu d'étudiants ou de porteurs de projets qui créaient leur société à la fin du parcours. Et donc, des fois, c'était beaucoup d'investissement en temps, en termes de ressources humaines, pour finalement peu de résultats. Et donc, on s'était dit que c'était un bon parcours pour commencer la digitalisation et l'e-learning avec un public de start-up et de porteurs de projets qui avaient déjà une plus grande appétence pour le numérique et qui seraient sûrement plus intéressés par le fait de suivre le parcours en digital. Et donc, en fait, on a décidé de vraiment mettre le focus sur la pédagogie plutôt que la technique. Et donc, en fait, j'ai rencontré pas mal d'entreprises. Donc, je me suis fort intéressée au sujet et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises, notamment, qui souvent achètent l'outil
Et donc, j'ai rencontré plein d'entreprises qui ont acheté des plateformes d'e-learning et c'est des fois jusqu'à 40 à 50 000 € la plateforme, pour en fait finalement se rendre compte qu'une fois qu'ils ont l'outil, ils ne savent pas comment on digitalise du contenu et donc se retrouvent coincés par rapport à ça et donc à comment digitaliser leur formation. Et donc, on voit souvent finalement des entreprises ou des structures qui mettent leur formation qu'ils avaient l'habitude de donner en présentiel, ben, ils la mettent comme ça, telle quelle, sur leur plateforme e-learning. Et donc, on se retrouve avec des vidéos de 40 minutes, avec des PowerPoint, des PDF de 50 pages, enfin bon, et donc des choses finalement très indigestes pour l'apprenant. Et donc, nous, on a décidé de faire l'inverse, en fait. On n'a pas du tout investi dans la technique, mais on a investi à fond dans la pédagogie. Et donc, le consultant nous a vraiment suivis et nous a appris toute une méthodologie pour digitaliser nos parcours en présentiel. Et donc, du coup, on est vraiment parti avec le matériel de base. Donc, on a acheté 2 lampes LED, on a filmé avec nos smartphones les vidéos et on a acheté un petit logiciel de création de contenu qui s'appelle Storyline. Et donc, on est parti comme ça. Et donc, en fait, le gros travail a vraiment été fait sur le fait de décomposer tout le NEC pour le digitaliser et vraiment le rendre pédagogique, avec vraiment l'idée d'avoir un processus qui est agile et donc de pouvoir aller tester auprès des porteurs de projet les différents modules, les différentes activités qu'on a fait, enfin qu'on a créées, donc vraiment homemade. Donc, on a tout fait de A à Z. Et puis de pouvoir comme ça adapter les différents contenus de manière vraiment agile. Et donc en fait le NEC, donc voilà quelques exemples et quelques images des différentes activités. Donc sur le NEC on a des vidéos, on a des activités de drag and drop comme vous pouvez voir en haut à droite. On a vraiment, c'est plutôt un parcours très ludique avec du son, des images. C'est quelque chose de très coloré. On a aussi des canevas où les apprenants peuvent cliquer sur les petits i, comme vous pouvez voir en bas à gauche, pour avoir les différentes informations sur les canevas. Et donc, on a aussi la présence d'un avatar, en la personne de Marine, donc, qui était notre experte contenu à l'époque, et donc qui était une coach au niveau du BEP. Donc, il faut savoir qu'au niveau du BEP, on fonctionne. Donc, c'est moi qui m'occupe de toute la technique. Et donc, c'est moi qui monte tous les parcours et donc qui crée toutes les activités et autres. Par contre, je m'entoure toujours d'un coach en interne qui, lui, possède ici, qui possède en fait tout le savoir, qui connaît, qui a l'habitude de donner la formation en présentiel et donc qui m'aide avec son savoir à construire toute la formation et à répondre aux différents objectifs pédagogiques de la formation. Et donc, on a aussi donc l'avatar de Marine. Donc, c'est très important d'avoir dans un parcours e-learning finalement de ce qu'on appelle du contenu émotionnel. Et donc, d'avoir un petit avatar qui encourage, qui donne des conseils de temps en temps pour finalement garder l'apprenant motivé. Et donc, le parcours du NEC, en fait, il a été développé à la base pour être en blended learning, comme on appelle ça, et donc mixer le présentiel et le distanciel. Donc, en fait, à la fin de chaque module, l'objectif, c'était d'avoir du coaching en présentiel pour garder évidemment le contact entre les différents porteurs de projets, parce que c'est très important qu'ils continuent à échanger sur leurs projets et qu'ils puissent discuter de leurs projets les uns avec les autres et d'avoir ce qu'on appelle du peer coaching. Donc, avec le Covid, en fait, il faut savoir qu'on a lancé le projet NEC en février 2020 sans vraiment savoir, en fait, qu'on allait avoir la crise du coronavirus et qu'on allait être confiné en mars. Et donc, finalement, ça nous a pas mal aidé parce que notamment vis-à-vis de l'incubateur étudiant Lincube, donc en province de Namur, qui a pas mal non plus utilisé le NEC pour coacher ses étudiants entrepreneurs à distance. Et donc, finalement, on n'a pas pu faire trop cette partie blended learning parce que le présentiel n'était plus possible. Mais par contre, on organise des sessions en webinaire entre les différents modules ou pour que les étudiants ou les porteurs de projets puissent poser leurs questions en groupe. Mais ou sinon, ça reste quand même du 100% digital. Et donc, s'ils n'ont pas envie de venir aux sessions en peer coaching, il n'y a pas du tout de souci. Ils peuvent faire le parcours comme ils l'entendent.
ils ne sont pas obligés d'aller partager leur expérience en groupe. C'est évidemment, on les motive à le faire, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et donc, on a testé le projet en mars. Et donc, finalement, alors je ne sais pas si c'est dû au Covid ou non, mais le projet a très bien fonctionné. On a eu plus de 60 inscrits sur la période du premier confinement. Et donc, on a laissé tous les porteurs de projet tester le NEC. Et finalement, en mai, on leur avait demandé de le tester gratuitement, mais de nous donner un feedback sur le NEC. Et donc, ça nous a permis finalement de pouvoir le mettre à jour, donc toujours dans l'idée d'avoir un processus agile. Et donc, finalement, vu que ce projet pilote finalement a été un beau succès, on a décidé de lancer un catalogue en ligne de formation qui s'appelle Ikilab. Donc, Iki, ça veut dire potentiel. Donc, l'objectif, c'est d'avoir finalement donc de développer de nouvelles formations et maintenant à destination même des entreprises, plutôt même des entreprises classiques, et donc de sortir de la cible porteur de projet. Et donc ça, c'est le futur développement du projet. Et encore une fois, donc c'est en fait Ikilab a été créé sur un outil externe qui s'appelle Thinkific. Et donc, il y a un outil en fait qui permet, c'est un outil qui se paye via un abonnement mensuel. Et donc, ça nous permet vraiment, encore une fois, de tester l'approche auprès de nos clients sans devoir, encore une fois, dépenser des fortunes en termes d'outils, de techniques et autres. Et donc, c'est un outil super facile à utiliser qui nous permet directement dans l'outil de créer des formations e-learning de manière super facile, flexible et agile, sans devoir dépenser 50 000 € pour acheter une plateforme LMS ou autre. Et donc, ça nous permet de faire le test aussi. Donc là, on va vraiment tester si le projet fonctionne auprès de notre cible principale, qui sont les entreprises classiques. Et donc, de voir si le projet est viable et si ça fonctionne bien et si ça vaut la peine d'investir dans une plateforme LMS. Et donc, ici, dans ma dernière slide, avant de passer le relais à Nathalie, j'avais quand même noté quelques points d'attention. Donc, nous, on a tout fait de A à Z nous-mêmes, mais il faut savoir que pour le NEC, le montage vidéo, il faut savoir que dans le NEC, donc les vidéos ne dépassent jamais 3 à 4 minutes, mais donc c'est plus de 30 vidéos dans les 5 modules du NEC, et donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps. J'ai passé des heures et des heures à monter les vidéos, et donc ça, c'est par exemple une partie qu'on a décidé ici d'externaliser pour les contenus à venir. Parce que ça prend trop de temps et c'est pas notre métier non plus, le montage vidéo. Il faut savoir que c'est des projets qui demandent énormément de coordination. Pour mettre en place une formation, il faut savoir qu'il faut quand même compter entre 3 et 6 mois de travail, et que le rôle de l'expert contenu est super important. Et donc, Nathalie pourra vous partager son expérience parce qu'elle aussi a le rôle d'expert contenu pour sa formation. Ça prend énormément de temps pour la personne qui a le rôle d'expert contenu, et donc il faut bien prendre en compte dans son agenda que voilà, c'est pas un rôle à prendre c'est pas un rôle facile, et que il est très sollicité dans la création de la formation. Et donc voilà, les quelques points d'attention. Donc maintenant, je vais passer la parole à Nathalie qui va vous parler, elle, du cas concret de sa formation qu'elle a digitalisée. Voilà, Nathalie, je te passe la parole. Merci, Louise. Tu me laisses partager l'écran? J'arrête le partage. Ok. Pareil, je vois pas l'écran, donc s'il y avait des questions, n'hésite pas à m'interrompre. Donc merci Louise. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, donc l'un des prochains programmes type entreprise et type long sera un programme du TRAC. Donc le TRAC, comme je disais tout à l'heure, c'est le Hub créatif de Namur. Il a pour mission d'accompagner, enfin il a notamment comme mission d'accompagner des entreprises namuroises en innovation. C'est ce qu'on appelle en fait chez nous le laboratoire des possibles. C'est un booster de projets créatifs innovants. Un peu comme nos collègues de Assiska, voilà, on a ouvert un tout nouveau bâtiment il y a un peu moins d'1 an, et on a aussi vécu cette crise un peu difficilement, puisqu'on a dû fermer le bâtiment pendant plusieurs mois au premier confinement. Cette fois-ci, on l'a semi-fermé, la moitié ouvert, mais on est frustré et on a envie de faire des choses. Donc, entre les deux confinements, il était prévu d'organiser un programme qui s'appelle le Track Innovation Trail, un nouveau programme d'innovation centré utilisateur.
et il a été, dans cette optique, il était prévu en mars 2019 avec un partenaire qui s'appelle Users Matter. Ce programme, c'est un programme d'accompagnement dans le but d'embarquer un nombre limité d'entreprises dans toutes les étapes d'innovation centralisateur. Et donc, il était prévu de faire du présentiel pur et dur, donc une soirée de lancement avec du networking, du teasing sur la thématique, des workshops réguliers, de l'accompagnement entre, une soirée de clôture, etc. Mais la crise Covid est arrivée et elle a chamboulé tout le programme. Alors, du coup, on a vite fait une première évolution du programme qui est passé de présentiel à un programme à distance. Alors, on avait, vous allez les entendre juste derrière, il y a le hub de Charleroi et le Technofuturistique, donc Gwen et Pauline, avec qui on avait déjà fait quelques webinaires, et je suis repartie de cette expérience pour transformer la soirée de lancement du Track Innovationnel en un premier webinaire. C'était au tout début, on avait réagi assez vite et c'était un peu à la mode à ce moment-là. On a eu beaucoup de succès. Et on s'est rendu compte que par la suite, d'ailleurs, le succès des webinaires a un peu diminué. Et au niveau des workshops, on les a digitalisés. On a digité en diminuant la durée et on a changé cette soirée de lancement, une soirée de clôture qu'on voulait faire. Alors, ce qui a évolué, voilà. Ce qui a évolué, c'est la thématique en tant que telle. On l'a adapté à la crise Covid. Donc, l'innovation centrée utilisateur, c'est sur l'utilisateur, mais là, l'utilisateur, il a changé d'envie, de besoin, etc. Et donc, on a adapté nos contenus. On a aussi adapté tout à un format distanciel, c'est-à-dire qu'on utilisait des outils digitaux. Première petite remarque ici, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie fracture numérique entre les participants, donc on a pris un peu de temps là-dessus. On a adapté le timing aussi, le rythme, parce que 4-5 journées en présentiel, on pouvait pas les remettre en digital comme ça, donc on a fait des demi-journées où on a proposé aussi aux participants de s'adapter et de faire 2 fois 2 heures chaque semaine. Enfin voilà, on a vraiment travaillé avec eux en mode agile, comme disait Louise tout à l'heure. Et on avait un vrai travail sur la captation de l'attention des participants, parce qu'effectivement, garder les gens devant leur écran 2, 3, 4 heures, c'est assez compliqué. Donc voilà, on a mis en place différents exercices et on a aussi adapté les exercices qu'on devait faire en présentiel, donc vraiment avec les mains, en fer, à des exercices plutôt digitaux. Et donc, on s'est rendu compte aussi que les rôles des présentateurs, des animateurs avaient changé un petit peu et qu'on devait rajouter ça, de la technique, d'une modération, etc. Constat. Alors, on a eu un taux de satisfaction assez important parce qu'on a vraiment communiqué avec le petit nombre d'entreprises qu'on accompagnait, mais qui avaient un vrai besoin et nécessaire d'avoir un accompagnement plus individualisé des personnes entre et après les sessions, qui avait par contre peu de cohésion de groupe, donc peu d'entraide entre les participants. Ça nous a pris énormément de temps. Là, on est dans du semi-digital, mais l'air de rien, voilà, ça prenait beaucoup de choses. C'est un autre métier. Que le programme là, il était ponctuel, donc on est pendant l'été à peu près. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui auraient envie de bénéficier de ce programme, mais on a dû limiter le nombre de personnes pour garder une certaine interaction. Et donc voilà, on était un peu frustrés par rapport à ça, de pouvoir le réorganiser directement derrière. Et le timing n'était pas toujours adapté aux participants. Il y avait du télétravail, il y avait des urgences dues à la crise Covid, il y avait des enfants qui étaient à la maison, c'était un peu compliqué. Et on s'est posé la question, on avait un objectif de transmission de méthodologie en innovation centralisateur qu'on n'a pas tout à fait rendu. Et donc, en été, on a profité de cette période un peu entre deux pour réfléchir un peu ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'on lançait quelque chose ou pas? Est-ce qu'on faisait quelque chose en présentiel? On s'est dit c'est un peu risqué de mettre autant de temps et de d'énergie pour peut-être se retrouver à nouveau dans un confinement et ne pas pouvoir l'organiser. Et donc, on a fait un peu évoluer tout ça en gardant le niveau, les mêmes objectifs, en essayant de le rendre le plus accessible à un plus grand nombre, en essayant d'adapter au timing des entreprises, en mettant la plus-value vraiment sur le coaching individuel et pas nécessairement dans tout ce qui est technique, et en restant adapté au contexte très changeant, très unusuel, comme on dit, actuel. Alors arrivent voilà, les évolutions de la plateforme e-learning du BEP, donc comme le TRAC et le BEP sont partenaires, c'était l'occasion de rentrer dans cette plateforme et de profiter un peu de toute l'évolution du projet et de tout le savoir de Louise. Et donc on a discuté entre elle et moi pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un programme. Et donc je vous partage les premiers
screenshot, les premiers écrans de ce nouveau programme, le Track Innovation Trail complètement digitalisé, qui sera un programme long pour entreprises. Donc voilà, on va encore se tester ici, et qui va permettre de l'autonomie complète des participants, une accessibilité 24/7/365, et qui est repensée et non transposée. Donc l'idée, c'est à nouveau pas de transposer la formation qu'on avait prévue en présentiel ou en semi-digital à ici, mais on le retravaille complètement pour garder en fait les personnes jusqu'au bout motivées. Ce programme, il est composé de 4 modules, 4 étapes, qui gardent à chaque fois un équilibre. Donc, des apprentissages de Louise, on a gardé vraiment 4 objectifs dans une formation digitalisée, qui sont l'accroche, donc la première, l'accroche, en mettant beaucoup des exemples, des interprétations, des questionnements. Deuxième chose, l'apprentissage, en transmettant des outils, des méthodologies. Et d'ailleurs, pour faciliter un petit peu tout ça, on a mis 2 cas fictifs d'entreprises que l'on fait évoluer tout au long du programme. Troisième chose, la connexion. Quel est le lien entre ce qu'ils ont appris et le contexte et leur projet? Essayer de faire interagir les personnes, même si on est en digital, et permettre de s'ouvrir l'esprit. Et le côté faire, la quatrième objectif, qui est le lien avec leur propre projet. Comment est-ce que ils vont appliquer les concepts vus à leur projet, et comment est-ce que nous, on va essayer de les envoyer sur le terrain pour essayer d'avancer à tout ça. Comme je disais, c'est un programme long. 4 modules, c'est quand même assez important. On compte que si on veut visionner, suivre, apprendre, il faut entre 2 et 3 heures par module pour assimiler les concepts. Et entre les sessions, en fait, on les envoie sur le terrain pour appliquer les concepts. Et donc, pour ça, pour les garder leur attention, c'est un vrai challenge. Et comme disait Louise, voilà, il faut faire preuve d'imagination, et que ce soit pas la technique qui nous bloque, mais plutôt, réfléchir à se mettre à la place, en fait, de l'utilisateur, réfléchir comment est-ce qu'on va le garder captif, comment on va le rester motivé. Et donc, en fait, on a mis en place toute une série de vidéos, de quiz, d'exercices. Là, vous voyez, des checklists, des PowerPoint qui sont commentés. On fait varier vraiment beaucoup les outils qu'on a en notre possession. On humanise énormément aussi. Ici, à nouveau, voilà, on a comment t'appelais ça, les petits l'image des parties de l'animateur. Les petits avatars. Les avatars, voilà. Donc, on a aussi des petits avatars, on s'est amusé. On met beaucoup d'encouragement réguliers, et on met aussi beaucoup de touches d'humour pour essayer de rendre ça léger, mais tout en gardant une matière qui est vraiment intéressante et conséquente. Et en complément, on va essayer de rajouter quelques petites choses, comme par exemple, cette soirée en présentiel qu'on n'a jamais pu organiser, on va la garder, et au moment où on pourra, on le fera, et ça donnera peut-être un boost à ce nouveau programme d'accompagnement. On va réutiliser le replay du webinaire qu'on avait lancé au tout début, rappelez-vous. On va le réutiliser comme teasing, et donc cette plateforme permet de le mettre en ligne et de le proposer. On va mettre en place de l'accompagnement individuel, et ce sera vraiment la plus-value du programme. Donc, on leur transmet toute la formation, et puis nous, on s'occupe vraiment de l'accompagnement individuel, et ça, on peut le faire à distanciel ou en présentiel plus tard. Pour garder un peu l'interaction, on va renvoyer régulièrement les gens sur un groupe participatif de LinkedIn et essayer qu'ils forment une petite communauté. Et on a prévu aussi d'envoyer un petit kit de travail pour garder une trace de tout ce qu'ils apprennent, les canevas, les checklists, peut-être un petit guide aussi qui vont pouvoir pour que eux puissent mêler en fait un peu de physique avec le digital et pas rester tout le temps derrière leur écran. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vite conclure. Moi, ce que j'en ai appris en tout cas, c'est que c'est toujours une amélioration continue. Il faut analyser le marché, tester, améliorer, recommencer. Et la plateforme que Louise a mise en place via Thinkific le permet vraiment. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, il faut rester agile et s'adapter au contexte. Il faut surtout pas transposer du présentiel au digital et du digital au présentiel. Chaque outil a son propre objectif. Il faut toujours repartir de l'objectif qu'on se donne dans un programme pour pouvoir créer ce qu'on veut faire, et donc pas cette transposition. Ça prend beaucoup de temps, c'est un investissement, mais donc faut bien réfléchir son investissement. Ici, l'investissement, il sera peut-être conséquent, mais après, on va pouvoir l'utiliser dans plusieurs années et mettre la plus-value. Là, on a vraiment envie de le mettre. Et nous, pour le futur, pour en discuter un petit peu au track avec Louise, c'est notre volonté de garder le mix, de varier les plaisirs, de prendre le meilleur et de changer, etc. et de pouvoir s'adapter facilement sans être frustré constamment. Voilà. Je vous laisse, je sais pas si y a des questions.
Oui, il y avait une question dans le chat. Donc, quelqu'un qui demandait à partir du moment où vos activités sont en ligne, si les frontières provinciales ont encore du sens. Ben, en fait, donc j'ai vu la question et donc c'est vrai qu'en fait, créer ces parcours digitaux, ça nous a permis finalement d'accroître les collaborations et notamment avec, je vais reprendre encore le cas du NEC, hein, donc qui est pour l'instant le seul parcours qui est sur notre plateforme parce que les autres arrivent ici en courant de la fin de l'année. Mais par exemple, le NEC, ça nous a permis de faire justement un partenariat avec tous les incubateurs étudiants. Donc parce qu'en fait, ils ont trouvé que le parcours était super et donc via l'Incube, qui est notre incubateur étudiant, ben, on a eu des contacts avec le Venture Lab à Liège, on a eu le contact avec l'incubateur à Louvain-la-Neuve et le Student Lab à Charleroi notamment. Et donc en fait, finalement, au lieu, ils étaient tous aussi dans des réflexions de digitalisation de leur parcours ou autre. Et donc ça leur a permis finalement, via un partenariat, d'utiliser tous le NEC plutôt que de réinventer la roue. Et donc, finalement, c'est vrai que des fois, les frontières s'amincissent finalement et donc nous permettent de collaborer davantage et donc c'est plutôt chouette. Et on a eu le même exemple avec les hubs créatifs. Et je suppose que Gwen et Pauline en parleront tout à l'heure, mais voilà, on a fait des webinaires ensemble. Là, on est en train de finaliser. Demain, c'est la finale du coopératon. Et donc, c'est une compétition d'innovation qu'on a fait avec tous les hubs et elle est d'autant plus accessible et elle permet d'autant plus que le digital nous l'a permis ici, quoi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous deux. Donc, maintenant, je vais proposer à tout le monde de faire une petite pause. Donc, pour rester synchronisé avec les autres sessions, nous reprendrons cette présentation à 11h20. Donc ici, je vais tous vous déconnecter. Vous pouvez aller discuter dans l'espace Launch sur l'onglet à votre gauche si vous le désirez. Sinon, à 11h20, cette session est relancée. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet Session et vous reconnecter à cette salle. Voilà. À tout à l'heure. Au revoir. Alors, bon retour parmi nous. Je vais encore attendre quelques secondes que les gens reviennent. Donc, nous allons reprendre dans quelques secondes. Ben donc voilà, je propose qu'on passe directement à la suite. Donc, je vais inviter Pauline et Gwenaël du UPC à monter sur scène. Bonjour à tous, du coup. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Mais voilà, je vais vous laisser pour votre présentation. À tout à l'heure. On a 20 minutes. T'es prête, Pauline? Ouais, je suis ready. Super. J'ai plus qu'à partager mon écran. Et alors, je vois qu'on est 17 connectés. J'espère que d'autres personnes vont arriver. Je vais déjà vous partager le début de cette présentation. Alors... Donc, Pauline va prendre la main tout au long de cette présentation. Moi, j'interviendrai plutôt à la fin pour les exemples. Donc, je te laisse la main. À tout à l'heure. Merci Gwen. Et n'hésite pas du coup à animer le chat parce qu'on espère que vous serez très interactifs. Et je vais utiliser des petits outils d'interaction comme WooClap pour essayer d'animer cette petite session. Donc, faites une petite hola d'emoji pour montrer votre présence avant que je commence et que je débute cette petite session. Voilà, merci. Plein d'applaudissements. Oui,
Public. Merci. Commençons tout de suite. Donc, je vais vous parler de webinaires. Je suis donc Pauline Moulin et je fais des webinaires depuis déjà 3 ans et demi, donc avec le Hub Créatif et le Hub Créatif de Charleroi et aussi d'autres entreprises à l'occasion. Donc, j'ai pu animer, préparer, organiser plus de 170 webinaires et un peu pour faire mon petit CV webinaire, il y a eu plus de 7000 inscrits uniques. Donc, je parle personnes uniques. Donc, ces 7000 personnes ont peut-être assisté aux 170 webinaires auxquels j'ai pu participer. Mais voilà, donc c'est plus ou moins 7000 personnes différentes touchées. Donc, je vais vous parler webinaire, mais avant ça, j'aimerais bien que vous vous connectiez à WooClap. Donc, vous pouvez scanner le petit QR code, excusez-moi, qui est à l'écran. Voilà, vous le scannez ou alors vous vous connectez, donc soit vous vous connectez avec votre smartphone, soit vous pouvez ouvrir une autre page du navigateur et éventuellement taper wooclap.com/upc, donc upc HUBC dans le code du WooClap. On va utiliser ça juste après pour interagir entre nous. L'objectif de cette session, finalement, c'est, voilà, en 15 minutes, on sait pas faire énormément de choses, mais l'objectif, c'est finalement essayer de répondre à la question est-ce que vous avez besoin finalement du format webinaire et dans quel cadre voilà, c'est finalement vous orienter si le webinaire est fait pour vous, est fait pour votre entreprise, pour ce que vous avez besoin. Alors évidemment, le Covid, je ne vais pas en parler tant que ça, mais je vais quand même souligner que le Covid est passé par là et beaucoup d'entreprises sont passées à un format distanciel et souvent à un format qui inclut la vidéo et du coup, pourquoi ne pas faire des webinaires? Mais est-ce finalement judicieux? Et pour savoir si on fait des webinaires ou pas, c'est finalement savoir qu'est-ce que c'est qu'un webinaire, qu'est-ce que c'est. Et je vous le demande, donc je vous demande d'utiliser du coup vos smartphones ou votre second onglet. Donc je le répète, vous pouvez vous connecter sur WooClap en tapant wooclap.com/upc et vous vous connecterez sur notre événement. Et là, je vous demande, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un webinar? Je vous demanderai de répondre finalement par mots-clés. Alors, n'hésitez pas. Je regarde s'il y a des soucis dans le chat. On a des réponses. Alors, on va commencer à les afficher. Alors, je vois formation en ligne, vidéo, logiciel, conférence, objectif virtuel, présentation, participative, une super séance avec toi, cours ciblé, apprentissage, capsule, séminaire web. Et effectivement, le mot webinaire signifie web, et c'est la contraction du mot web et la contraction du mot séminaire, inar, webinar, webinaire en français aussi, on peut le retrouver pas mal également aussi en français. Donc, évidemment, un webinar, c'est un format vidéo, c'est un format qui peut aussi servir à la formation. Avant de rentrer dans le détail de la définition, j'aimerais aussi vous demander si vous avez déjà préparé et ou animé un webinaire. On va regarder ensemble. Alors, voilà. 4 personnes nous ont répondu que non et 3 personnes oui.
Merci pour vos réponses. Vous êtes 15 à être connectés sur WooClap, comme vous le voyez ici, dans le bas de l'écran. Et du coup, ça veut dire qu'il y a quand même quelques personnes qui n'ont pas répondu. Ce n'est pas bien. Je vous attends pour quelques réponses. Donc, revenons à la définition du webinar. Qu'est-ce que c'est un webinar? Alors, effectivement, c'est tout ce que vous avez mentionné, mais aussi bien plus. Alors, évidemment, c'est une vidéo, mais en vidéo, on peut faire plein de choses. On peut faire, ça a été mentionné, de la classe virtuelle, on peut faire des réunions à distance plutôt, donc en visioconférence. On peut regarder une vidéo sur YouTube, des tutos, on peut donc se former via des vidéos, on peut faire des MOOC, enfin voilà, plein de choses. Et puis, il y a également le format webinar qui peut être aussi inclus dans un format blended learning où on va mixer les différentes manières, par exemple, d'enseigner. Donc, le webinar, c'est en même temps, c'est différent de toutes ces choses-là. Et finalement, oui, c'est de la vidéo, mais c'est différent d'une vidéo. C'est différent d'une vidéo parce que c'est du live. Et qui dit live dit de l'interaction. En vidéo, vous n'avez pas cette interaction, ou en tout cas, elle est en différé, et donc vous n'avez pas cette interaction directe avec votre public. Donc vraiment, finalement, le mot d'ordre du webinaire et la différence avec un format vidéo, c'est vraiment cette interaction. Et alors, le webinar ne va pas durer 5 heures. Ça ne va pas être une classe filmée pendant 5 heures. Non, c'est un contenu condensé. Alors, aujourd'hui, c'est 30 minutes. Demain, ce sera une demi-heure. Et après, peut-être 1 heure, maximum 1h30, voire vraiment 2 heures au grand max. Et la question qui se pose, du coup, c'est pourquoi un webinaire? Pourquoi pas une visio? Pourquoi faire du webinaire? Déjà, il y a une question de nombre. Quand on veut parler à beaucoup de personnes, donc le one-to-many, le webinaire sera très intéressant. Et le pourquoi un webinaire amène aussi à une autre question qui est quels sont les objectifs? Et dépendamment de votre objectif, vous allez peut-être utiliser le webinaire ou vous allez peut-être utiliser autre chose. Combiner le webinaire éventuellement à d'autres choses. Donc, la question que je vous pose là maintenant, c'est finalement quels sont les objectifs poursuivis par vos webinaires actuels ou par vos webinaires futurs pour ceux qui n'ont pas encore fait de webinar. Alors, regardons un petit peu. Donc, dans ces objectifs, j'ai mis évidemment, je pense que le webinaire a été souvent utilisé de manière marketing, et donc il y a dans ces réponses pas mal de réponses, on va dire, marketing, avec le côté notoriété de marque, le côté acquisition, et donc former une base de données d'email, convertir des prospects, ou alors parfois aussi fidéliser et faire une sorte de service après-vente via webinar de comment utiliser tel ou tel logiciel. Alors, je vois que ce que vous répondez le plus, c'est plutôt formation. J'ai voulu mettre dans cette réponse, formation, préformation, initiation, parce qu'en webinaire, donc comme c'est un format court, peut-on réellement former dans un webinar, ou faut-il du coup le combiner avec d'autres éléments? Et effectivement, je pense que la réponse est dans la question, et effectivement, ça peut faire partie d'une formation, mais je pense que ça doit être également complété par d'autres choses. Je vois aussi que vous avez répondu fédérer une communauté. Donc là, encore une fois, l'accent sera mis sur l'interaction, sur un jeu de questions-réponses. Donc voilà, là, le webinaire sera construit de telle manière à vraiment interagir avec votre public, à les réunir au même endroit. Alors, une autre, je vois que Gwen, tu veux prendre la parole? Non, pas du tout. J'ai juste une connexion et à mon avis, mon micro s'est réactivé. Merci.
Pas de souci, pas de souci. Et enfin, un dernier objectif, c'est plutôt de la sensibilisation, de l'information. Et là, encore une fois, est-ce que l'outil webinar sera le plus optimum à choisir? Effectivement, il sera génial à utiliser si vous avez un large public. Et donc, je le rappelle, un format webinar, c'est un format comme aujourd'hui où finalement les micros et caméras des participants sont coupés et où l'interaction se passe plutôt via clavier, via sondage, via des murs virtuels. Également, on peut faire de l'interaction de différentes manières. Donc ici, je reprends un peu les différents objectifs et finalement les questions aussi à se poser. Donc là, vous avez pas mal répondu que vos objectifs, c'est plutôt former et fédérer. Et donc, pour tout ce qui est formation, moi, je pense que le webinar peut être utile, mais doit pas être unique. Donc, le format webinar ne sera pas uniquement à utiliser pour de la formation. Il faudra penser à le coupler à des LMS, donc des plateformes d'e-learning ou voilà, des classes virtuelles où là, vous pourrez parler directement aux apprenants. Donc vraiment, le format webinar pourra être intéressant peut-être pour une initiation, pour peut-être diriger vers la bonne formation. Donc se dire, on va présenter en 1 heure les différents outils et après, à la fin de ce webinar, vous serez capable de choisir quelle est la formation qui vous corresponde. Et là, le webinar est super intéressant parce que vous pouvez toucher un large public et après, rediriger vers la formation qui leur correspond le plus et se dire, ben voilà, dans la formation, vous serez plus que 15 parce que voilà, c'est une formation où on est plutôt proche des apprenants. Donc, ça, vraiment, la manière de faire le webinaire aussi sera finalement différente. On parlait tout à l'heure, comme objectif, vous avez aussi l'objectif de fédérer. Et là, il faudra vraiment faire un webinaire peut-être un peu plus intimiste et se concentrer finalement sur le chat, sur une foire aux questions. Sensibiliser, c'est aussi important de se dire, bah tiens, est-ce que voilà, quels sont souvent sensibiliser, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. On reçoit des subsides, on a des indicateurs à compléter, et le webinaire peut être intéressant si par exemple vous devez fournir des chiffres, des nombres, des statistiques par rapport à qui vient dans ce webinaire, combien de temps il reste. Et là, le webinaire sera intéressant. Maintenant, si l'objectif c'est plutôt de toucher un maximum de personnes sans trop savoir qui c'était, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi pas utiliser une autre plateforme qu'une plateforme dédiée webinar. Donc, encore une fois, je crois qu'on m'appelle plutôt Madame Webinar, mais se lancer dans le webinar par défaut parce que tout le monde fait ça, c'est pas forcément le bon moyen d'atteindre ces objectifs. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est quel est l'outil, quel est le meilleur outil? Qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Voilà, qu'est-ce que je dois utiliser? Donc, je me suis dit, je vais vous poser aussi la question, qu'est-ce que vous avez déjà utilisé donc pour faire des webinars ou, comme j'ai pu le voir, vous étiez nombreux à vouloir faire de la formation. Donc, qu'est-ce que vous utilisez? Vous avez vu que j'ai également mis Airmeet, qui est la plateforme du jour. Donc, je vous propose de finalement cliquer sur l'image pour me dire, voilà, qu'est-ce que vous avez déjà utilisé. Dans les outils qui sont à l'écran, il y a finalement des outils qui sont vraiment dédiés au webinaire, comme Livestorm que j'utilise énormément, comme GoToWebinar, qui permettent certaines choses que les autres outils ne permettent pas. Zoom, par exemple, peut être utilisé de deux manières. Il y a le Zoom Meeting et puis il y a le Zoom Webinar qui peut être utilisé aussi dans un cadre, dans un format finalement beaucoup plus webinar. Donc, on va afficher un peu les résultats. Donc, ce que vous avez utilisé principalement, c'est Zoom, Airmeet du coup pour aujourd'hui, et Teams Live. Donc Teams a aussi une fonctionnalité Live Event en fonction aussi de la licence que vous avez pris. Vous pouvez utiliser Live Event qui c'est
pas mal amélioré, où il y a une fonction aussi de production avec un producteur, avec voilà. Donc Teams, par exemple, ne gère pas tout ce qui est inscription et peut être intéressant dans certaines situations, mais ne sera pas le meilleur outil si vous devez, par exemple, aussi gérer des inscriptions. Là, je dirais, utilisez Livestorm. Teams est très bien, est un outil assez puissant, mais pas forcément le meilleur outil dans l'utilisation, dans l'organisation de vos webinars. Donc, il n'y a pas de meilleur outil. Il y a plusieurs outils qui vont finalement remplir certains objectifs. Et donc, la question vraiment, c'est de vous poser, c'est de vous dire, tiens, quels sont mes objectifs et de quoi j'ai besoin, et donc s'orienter vers l'une ou l'autre solution. Par exemple, pour moi, je vais vous dire, on ne fait pas du webinar en fait avec Facebook Live ou YouTube, mais peut-être que votre objectif est de la notoriété et que c'est intéressant de faire du Facebook Live et du YouTube Live. Ce sera un live où vous pourrez faire aussi pas mal d'interactions avec des outils comme StreamYard ou Restream qui sont assez intuitifs et qui fonctionnent assez bien. Ou pas, ou plutôt vous dire je veux récolter par exemple de l'email, donc je veux une plateforme dédiée au webinar qui va faire aussi cet aspect un peu marketing, inscription, etc. etc. Et le petit logo que vous voyez là, je vois que personne n'a cliqué dessus, donc je me dis peut-être que vous ne savez pas ce que c'est OBS, qui est en fait une plateforme de broadcasting qui permet en fait de préparer ces scènes et de les envoyer en live. Mais à savoir que des outils comme ça, il y a un délai. Il y a un délai de 15, 30, voire 60 secondes. Et du coup, l'interaction, voilà, on va pas mettre l'accent sur l'interaction parce qu'attendre 60 secondes pour avoir une réponse, je trouve que ça devient compliqué pour vraiment interagir. Alors, je reviens, je pense que tout le long de la présentation, j'ai beaucoup parlé de l'objectif, mais vraiment, ça fera le succès de votre événement en ligne. J'ai voulu généraliser et pas mettre webinar, mais vraiment événement en ligne. Parce que voilà, selon l'objectif que vous voulez atteindre, les objectifs que vous voulez remplir, voilà, il faudra utiliser tel ou tel outil, mettre l'accent sur telle ou telle chose. Et tout au long, vraiment garder cet objectif en vue, parce qu'on peut souvent se perdre en ayant l'intention de faire du fun pour du fun et pas du fun pour remplir ses objectifs. Alors, un deuxième élément qui est vraiment, je pense, important, c'est tout ce qui est animation et interaction. Effectivement, l'interaction fera la différence dans vos événements en ligne, dans vos webinars. C'est ça qui va faire que, voilà, le live, s'il n'y a pas d'interaction, faites une vidéo que vous tapez sur YouTube et vous la faites une fois et puis c'est bon et elle sera accessible pour tout le monde. Donc, s'il n'y a pas d'interaction, à quoi bon faire un live? Sauf si c'est éventuellement par facilité se dire on va réunir tout le monde et on va faire un truc sans trop préparer, ce sera du live et on va remettre ça sur le côté. Ce sont les aléas du live. Donc vraiment, je mets l'accent, je veux pointer ce terme interaction qui est pour moi assez important. Et l'animation va aussi permettre donc de faire participer le public et d'interagir. L'animation aussi, parfois, c'est intéressant d'avoir un animateur en plus de l'expert, du formateur, enfin de la personne en tout cas qui est invitée à discuter. C'est un peu comme un événement présentiel. Vous avez souvent une personne qui va voilà, installer la personne, dire écoute, ça c'est ton pupitre, là tu branches ton PC, ça va s'afficher, tiens la zapette, au moment des questions-réponses, je vais passer le micro et donner le micro aux personnes qui souhaitent poser des questions. C'est pareil, il faut un animateur pour que finalement l'orateur, le formateur puisse se concentrer sur son contenu. Et la troisième astuce pour que vos événements soient successful, soient un succès, c'est vraiment finalement la préparation. Donc j'ai parlé de l'animation, de l'interaction, et effectivement l'interaction c'est pas maintenant on va parler, non.
ça se prépare. On élabore un scénario où on se dit, bah, là, on va lancer tel sondage, là, on va faire une foire aux questions, là, on va faire peut-être un jeu de rôle. Là, on va prendre une deuxième caméra et filmer la scène en Lego qu'on avait définie juste avant. Donc tout ça, ça se prépare et il faut éventuellement, à tous les coups, il faut faire des tests. Et d'autant plus en virtuel. Parce que on ne gère pas l'environnement dans lequel est l'orateur. S'il est chez lui, s'il a une mauvaise connexion Internet, s'il a une mauvaise lumière. Voilà, par exemple, ici, je peux plus ou moins éclairer mon visage. S'il a un bon micro, peut-être lui dire, ben voilà, prends un autre micro parce qu'on t'entend pas correctement. Donc vraiment, les tests, c'est important. On peut régler des détails qui se règlent vraiment facilement juste avec un test et vraiment augmenter finalement la qualité du webinaire avec des petits gestes, des petits tests. Donc la préparation, c'est l'attribution des rôles, c'est voir quel imprévu pourrait survenir et pouvoir en live se dire ben, on va mettre ça en place, on a un plan B, on va demander par exemple, voilà, pour je ne sais pas quelle raison, le partage d'écran ne fonctionne pas chez moi, bah, je sais que Gwen, elle a les slides et elle peut partager son écran et passer les slides à ma place, par exemple. Donc ça, c'est gestion des imprévus. Et le storyboard, ben voilà, savoir, bah tiens, à quel moment on fait tel sondage, à quel moment Gwen va peut-être partager tel ou tel lien, le lien du WooClap. Donc vraiment, pas perdre de vue l'objectif, mettre l'accent sur l'interaction, s'appuyer sur l'animateur pour fluidifier tous les événements de votre présentation et alors préparer, tester. J'ai parlé beaucoup d'interaction et je voulais vous donner des exemples avec Gwen, notamment des webinaires qu'on fait depuis maintenant 3 ans au Hub créatif de Charleroi. Et donc, qui sont basés sur finalement l'innovation, la créativité, et on veut aussi essayer de mettre ça en place dans nos webinaires. Donc, dans certains webinaires, par exemple, on a pu, comme je le disais tout à l'heure, filmer des Lego. Et en fait, étape par étape, on faisait les étapes du design thinking et étape par étape, ben voilà, on mettait en place, on prototypait avec des Lego et on avait une étude de cas et on demandait de webinaire en webinaire, tiens, qu'est-ce que qui est le persona, décrivez-le-moi, qu'est-ce qu'il va faire dans telle ou telle situation. Et dans le webinaire d'après, ben, on mettait le persona en action dans l'environnement qu'on avait créé, par exemple, avec des Lego. Donc ça, c'est un exemple de chouette interaction, de webinaire en webinaire. Finalement, le participant va participer chez lui, va envoyer des personas et on va les récupérer, on va les montrer au webinaire d'après. Donc ça, c'est par exemple un exemple d'interaction qu'on pourrait imaginer. Et je trouve que pour la formation, c'est un exemple vraiment sympa et un truc facile finalement à mettre en place. Gwen, est-ce que tu as d'autres exemples aussi d'interaction dans les webinaires, d'animation un peu particulière que nos Du coup, moi, participants du jour je me fais juste le gardien du temps parce qu'on a déjà dépassé le timing. Mais comme Pauline le dit, en fait, simplement, ce qui fait vraiment la réussite de nos webinaires, parce qu'on a à chaque fois en moyenne environ 150 participants, c'est de vraiment mettre au cœur de nos créations de webinaires les participants de manière à veiller à l'interactivité, à leur implication et en faisant en sorte, comme Pauline le disait, à faire en sorte que la fluidité soit vraiment impeccable de manière à ce que on puisse vraiment rentrer en interaction avec les participants et que le contenu soit délivré correctement. Et alors, voilà, simplement, donc on a voulu vous transmettre quelques tips que vous pourriez respecter dans la mise en œuvre de vos webinaires si le format répond évidemment bien à vos objectifs. Et alors, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre à disposition nos webinaires qu'on met à chaque fois en replay, qui sont accessibles gratuitement, de manière à ce que, au lieu de citer tous les exemples ici maintenant, que vous puissiez simplement aller les visionner afin de les remettre en pratique si ça répond évidemment bien à vos objectifs.
Donc oui, et c'est d'ailleurs une question qui a été posée. Tiens, est-ce qu'on peut voir cette expérience, ce scénario avec les Lego? Mais évidemment, Gwen va mettre le lien. Voilà, c'est déjà fait. Donc tous les replays sont disponibles. Alors un replay, c'est quand même jamais la même chose que le direct, parce que du coup, vous n'allez pas réinteragir en replay, mais ça reste quand même assez intéressant. Et du coup, voilà, juste peut-être. Non, je vois Laurie qui arrive, donc est-ce qu'il y a des questions? Je pensais donner un autre exemple aussi où là, chose aussi intéressante. Dans les conférences, dans les webinaires du Hub Créatif, au début, on faisait que des webinaires, mais après, en fait, on a couplé les webinaires avec des ateliers. Et donc, à l'époque, en présentiel. Et donc, le webinaire, c'était pour toucher beaucoup de monde. Et puis, finalement, les formations, les ateliers pour mettre en pratique, là, c'était un plus petit groupe. Et donc, ça se couplait bien. Donc, c'était expliqué dans les grandes lignes, on va dire, qu'est-ce qu'est, je vais reprendre l'exemple du design thinking. Et puis après, en atelier, appliquer ça avec un formateur présent qui peut accompagner et qui peut répondre à des questions plus spécifiques. Parce qu'un webinaire, on ne va pas répondre à des questions spécifiques quand on a 150 personnes qui vous écoutent. L'objectif, c'est de rester quand même. Alors, on peut être spécifique dans nos réponses, mais on ne va pas répondre à un problème particulier, par exemple, dans un webinaire. Laurie, est-ce que tu as, ou Gwen, est-ce que vous avez repéré des questions? Non, à ce stade, la seule question était liée à notre expérience par rapport au scénario avec les Lego. Et donc là, pour répondre à ce participant, j'ai mis le lien vers nos webinaires en replay où tous ces exemples de mise en pratique pourront être revisionnés gratuitement. Aussi, un autre exemple assez simple à mettre en place, c'est par exemple, demander l'avis en live avec des mots-clés dans le chat et retranscrire ça dans un mind map au fur et à mesure et construire en fait du coup ce mind map d'un concept qu'on veut finalement co-créer avec son public, et on va construire au fur et à mesure ce mind map et se dire tiens, on va rebondir en fait finalement sur les différents points que les participants soulèvent. Est-ce que, Laurie, j'ai le temps de parler d'un dernier exemple? Non, on a déjà dépassé de 10 minutes, donc je vais couper. Voilà, c'est fini. C'est fini. Mais il reste encore une présentation, donc oui. Donc voilà. Je comprends tout à fait, et voilà, j'ai envie de dire. Donc. Je vais juste l'afficher de manière en arrière-plan. C'était juste pour vraiment insister sur les objectifs. Et oui, il y avait les webinaires dans les actions, mais c'était pas l'unique action. Et il y avait l'objectif de fédérer une communauté. Comme je vois, en plus, ça répond pas mal au public qui avait parlé de formation. Et là, c'était pour les enseignants. C'était l'objectif d'une continuité pédagogique pendant le Covid. Et du coup, a été mis en place des webinaires, des chaînes, mais aussi des formations. Et c'est ça que, par exemple, les tableaux interactifs, on peut se former à un tableau interactif, mais d'abord, il faut peut-être savoir quel logiciel et quel tableau est le mieux d'utiliser. Donc, ça, on fera un webinaire, mais on se formera de manière plus approfondie dans une formation. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va se faire. Oui, voilà, je vais arrêter. Et pour info, on est quand même arrivé à 60 000 vues maintenant sur cette chaîne YouTube où il y a tous les replays, et vous pouvez trouver aussi pas mal d'exemples, notamment des escape games en webinar. Et ça, je sais que ça peut peut-être intéresser certains. Parfait. Merci beaucoup. Je vous fais descendre de scène tout de suite pour faire monter Martin de Maiden Market. Super. Et bonjour à Martin et bonne présentation à Martin. Je reste disponible aussi dans le chat et dans les lounges pour discuter webinar. Ça va, parfait. Salut Pauline. Salut. Alors, Martin. Voilà. Bonjour. Voilà, mais je te laisse la place pour la présentation.
Ça marche, promis, on tiendra les timings. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Si vous voulez bien me faire un petit retour dans le chat, ce serait top. Je vois des petits pouces qui se lèvent, c'est super. Alors, bonjour tout le monde. Eh bien, je m'appelle Martin Nera, je travaille pour Mind & Market. Mind & Market qui est la plus grande communauté de projets de start-up en Belgique francophone et à Luxembourg. Aujourd'hui, dans cette session-ci, enfin dans cette salle-ci, on a vu beaucoup d'exemples très très pratiques sur la manière dont on peut justement mettre en place, réorganiser ces activités collaboratives. Donc, ça va être des formations, des webinaires, des choses. Avec Mind & Market, on rassemble les écosystèmes entrepreneuriaux locaux pour soutenir la création de projets entrepreneuriaux, de start-up innovantes. Et on avait envie, avec ce webinaire, de remonter un peu en hauteur, de prendre un peu de hauteur et de parler des écosystèmes et de l'animation des écosystèmes. Alors, ce qui est chouette avec le travail de Pauline et Gwen, c'est que j'ai plus besoin de présenter WooClap. Donc, pour celles et ceux qui voudraient un peu interagir, promis, c'est utile. C'est pas juste un effet de scène. Vous pouvez vous connecter sur wooclap.com/cetic ou prendre le QR code, donc wooclap.com/cetic. J'aimerais juste, pour pouvoir adapter mon propos, d'abord comprendre, si mon slide veut bien passer, voilà, comprendre qui êtes-vous. Donc, est-ce que vous êtes plutôt une entreprise start-up? Est-ce que vous êtes plutôt dans les pouvoirs publics ou parapublics, je pense aux administrations, ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'animation économique? Quand je dis animation économique, je pense au SaaS, je pense au EPC, au TRAC, aux incubateurs étudiants, à toutes ces, je vois qu'on a 3 dans les pouvoirs publics. On a de l'animation économique. On va dire que moi, je me considère aussi dans l'animation économique. Ça me permet d'adapter le propos. Ok, super. Je vois qu'on est essentiellement dans le cœur de cible de la présentation, donc ça, c'est très bien. Donc, Mind & Market, pour ceux qui connaissent pas encore, on connecte l'innovation au marché. On fait ça. En fait, on rassemble chaque fois un écosystème entrepreneurial local. Et les Mind & Market, les forums Mind & Market qui sont à la base des événements, sont organisés par des organisateurs locaux, principalement les CEI. À Luxembourg, c'est Deloitte qui organise ça. On offre aussi donc un format événementiel et une plateforme technologique, une énorme communauté de plus de 7000 membres, 450 porteurs de projets, 160 partenaires, et on a vraiment aussi depuis quelques mois, on a une nouvelle plateforme technologique qui permet de faire vraiment du matchmaking intelligent et qui met en place une stratégie de data, une stratégie data. On est vraiment dans cette période où on avance et avant le confinement, on avait déjà cette stratégie d'adaptation et de numérisation. Mind & Market, avant, ça ressemblait à ça. Donc ça, c'est Mind & Market Louvain-la-Neuve en 2019, à Lola Magna, 1200 personnes, 136 startups et des gagnants, des gens qui sont tous serrés les uns aux autres. Ça fait toujours bizarre quand on voit des photos comme ça, on se dit « Ah, mais ils sont où les masques ?» Et puis, initialement, Mind & Market Louvain-la-Neuve devait avoir lieu le 23 avril cette année-ci. Et puis, forcément, 23 avril, on sait bien que c'était le confinement et le pic de la pandémie. Et donc, on a dû s'adapter et Mind & Market est passé d'un événement dans une salle à un événement en ligne. On a été un des premiers événements de taille moyenne à se numériser. Avec un beau succès, on a fait plus de 150 000 vues sur les vidéos des startups. Donc, en fait, on a vraiment séquencé et séparé tout l'événement pour se reconcentrer sur chacune de nos activités en fonction de la valeur ajoutée qu'elles apportent, non seulement aux startups, mais également aux partenaires. Et ici, j'avais envie un petit peu de partager avec vous ce qu'on a appris et surtout se poser la question, ok, mais c'est quoi pour la suite? Parce que là, on s'est tous à peu près adaptés, je pense. La plupart des gens maintenant ont bien compris, on le voit ici, c'est un événement. La plupart des événements sont numérisés sur des plateformes comme Hermit, mais quid de la suite? Et j'avais envie d'un peu savoir aussi, pour un peu plus rentrer dans le cœur, si vous deviez utiliser en un mot les défis que vous vivez encore aujourd'hui
dans votre rôle d'animation économique. Donc, que vous soyez les pouvoirs publics ou un animateur économique, on sait bien que il y a des événements, mais il y a aussi toutes sortes de réunions, il y a beaucoup de sites, des plateformes en ligne, etc., des formations qui sont mises en place. Quel est, en un mot, si vous deviez résumer un petit peu, le lien du WooClap, c'est wooclap.com/cetic, C-E-T-I-C. C'est peut-être écrit trop petit, hein. Je le tape vite. Hop, voilà. Prolifération des outils. Ah oui, ça c'est une chose. Je vois qu'on a déjà une personne connectée. Donc prolifération des outils, c'est vrai que là on est dans une explosion pour se mettre un peu à jour et arriver à se réinventer. Et je pense qu'il y a un moment, il va falloir un peu converger. Et c'est de ça qu'on va parler. Incompatibilité des accès, oui, ça c'est vrai que ça arrive souvent. Ah, je vois que les réponses viennent. On est bloqué. Alors, utilisation interne, accès au matériel adéquat, c'est vrai que ça, c'est tout des défis. Il y a des restrictions, par exemple. C'est vrai qu'avec donc là, pour le moment, il y a le Money Market Luxembourg, le forum de Luxembourg qui a lieu, et c'est Deloitte qui l'organise. Et c'est vrai que eux sont souvent bloqués. Et c'est le cas dans les grandes entreprises, sont souvent bloqués dans certains outils. On pense à Zoom qui n'a pas été toujours accessible pour tout le monde. Ça continue de se mettre à jour. Je pense qu'on est à peu près. Ah oui, la fracture numérique qui est quand même une fameuse chose, et surtout qui est vécue comme dans mon expérience, par les dirigeants et dirigeantes, par les cadres, parce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'externaliser ça à leurs équipes, et maintenant ils se retrouvent tout seuls, ils doivent gérer les choses. Voilà, et oui, et y compris chez les étudiants aussi, notamment en termes pour la fracture numérique, en termes d'accès au matériel et puis accès à des connaissances aussi, où on mélange très vite le tout. Mais merci pour tout ça, on repartagera la chose par la suite. Les principaux changements que nous, on a observés en termes de comment est-ce qu'on fait pour rassembler un écosystème, comment est-ce qu'on fait pour continuer à le rendre dynamique. Et alors, j'adore le fait que vous me mettiez des choses en chat. N'hésitez pas à complémenter, à ajouter des choses à ce que je dis. Je n'ai pas la science infuse et on en a tous appris des leçons ces derniers mois. C'est que les besoins, évidemment, et c'est important de le rementionner, les besoins n'ont pas disparu avec la pandémie. Les startups, elles ont toujours besoin d'aide, les entreprises, elles ont toujours besoin d'accompagnement, les collaborateurs aussi. Il y a peut-être juste et je pense qu'on l'a tous aussi compris, il y a eu un changement dans les priorités de certains besoins, il y a des nouveaux besoins qui ont émergé, et c'est vraiment important de pouvoir réanalyser les besoins de nos clients, les besoins de nos bénéficiaires. Et alors la bonne nouvelle, c'est que non seulement c'est nos besoins à nous, mais c'est les besoins des partenaires. Et donc ça veut dire qu'ensemble, en tant qu'écosystème, on a ici une opportunité géniale de se réinventer, de tester des choses, en sachant que vu le climat qu'on est en train de vivre, on est plus clément aussi, et on ne cherche pas la perfection tout de suite. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu tout de suite et qui continue d'être vécu, même si, voilà, maintenant, on veut, quand on va dans un événement digital, on veut que ça tourne, on veut que ça fonctionne bien tout de suite, de plus en plus. Alors, la notion d'espace et de temps ne sont plus pareilles. Quand on organise un événement, qu'on rassemble un écosystème dans un lieu, le temps dans l'après-midi, ça coûte cher. Ça coûte du catering, ça coûte le fait que tout le monde doit gérer ses agendas, se déplacer, préparer la chose, tchic-tchac. Donc, aujourd'hui, et on l'a vu, il y a des événements qui prennent place étalés dans la durée, avec également une production de contenu qui est soit pré-produite, soit en direct, mais qui va être revalorisée également tout au long du temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas encore suffisamment. De se dire, OK, par exemple, le Forum Money Market à Luxembourg, ils ont décidé de faire 6 sessions de pitch, mais de les étaler sur 3 semaines. 3 semaines, 6 fois 1 heure, 2 fois par semaine. Pourquoi faire un événement où il faut bloquer l'agenda de tout le monde pendant une matinée, un après-midi, une journée? En termes également de flux de travail, on a remarqué que pour rassembler les écosystèmes, tout est beaucoup plus étalé. Normalement, un événement, la charge de travail ressemble à un pic. Il y a un gros pic 2-3 semaines avant l'événement pour les événements de taille moyenne. Et puis ça se calme, il y a un peu de suivi avant, il y a un peu de suivi après, mais globalement, voilà. Alors qu'ici, en fait, on peut beaucoup plus lisser la courbe, littéralement, pour reprendre un terme qui est devenu populaire ces derniers temps. On peut beaucoup plus lisser la courbe. Et alors, il y a aussi beaucoup plus un travail d'interaction. Ici, le CETIC, vous travaillez sur cet événement-ci depuis longtemps et vous avez déjà eu plein d'interactions en termes de contenu, en termes de réflexion, avec
plein de parties prenantes. Et donc, l'événement aujourd'hui, c'est un point d'orgue, c'est une manière de rassembler une communauté, c'est une manière de vivre quelque chose ensemble et de construire un récit commun. Mais les récits, ils ont déjà été construits à travers le temps et à travers énormément de canaux. Et alors, une expérience utilisateur qui est radicalement différente. Quand on est dans une salle, quand on est dans un lieu, déjà, on a une énergie, on ressent des émotions, on est content de claquer la bise ou de serrer des mains. Il y a une excitation qui est là dans un événement qu'on n'aura jamais dans notre salon. Là, je parle tout seul devant mes écrans. C'est le cas pour tout le monde, même si on a WooClap. De la même manière, il y a très peu de choses qui sont totalement intuitives dans un lieu physique qui ne le sont plus du tout dans un lieu numérique. Aussi bien, même s'il est très bien fait. Et donc, par exemple, le fait d'applaudir, le fait de savoir dans quelle direction on va, ce qu'on doit faire. En fait, il y a énormément de place qui est donnée à l'imitation dans une foule, qui n'est plus du tout possible dans un événement et dans l'animation économique. Et donc, ça veut dire que il faut accompagner l'utilisateur. Et ça, je trouve que ça a été très bien dit dans la présentation, pas celle d'avant, celle juste avant, où on joue sur plein de mécanismes pour pouvoir justement gérer ça. Alors, je vois qu'il y a une main qui est levée. Elle a disparu. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu les 3 points. Donc, c'est les besoins qui sont là, l'espace et le temps qui ne sont pas pareils, et alors l'expérience utilisateur qui est radicalement différente. Alors, j'avais envie aussi de vous montrer un petit peu, l'événementiel, qu'est-ce que ça peut devenir. Alors là, je croise les doigts pour que vous ayez le son de ma vidéo. Au pire, il y a des sous-titres en anglais. Mais donc je fais aussi partie de l'organisation du TEDx UC Louvain, et là on a organisé un événement juste avant le 2e confinement, un événement dans 40 endroits en simultané, avec chaque fois 10 personnes pour respecter la bulle de 10 et donner beaucoup de place à l'expérience. Faites-moi signe dans le chat si vous entendez le son. Bon, alors, je vais faire le voice-over pendant que la vidéo tourne. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé l'événement dans 40 ans et on a fait des kits avec, dans le kit, il y a des éléments pour les enfants, il y avait à manger, à boire, il y avait d'utiliser aussi WooClap pour connecter les différents événements entre eux. C'était très, très chouette. Je vous remettrai la vidéo. Bon, alors comme le son ne fonctionne pas, je vais continuer. Hein. Donc l'idée, vous pourrez, c'est un l'after movie. Je le mettrai il devrait être disponible dans les jours qui viennent. C'est une petite preview pour vous. Mais donc l'idée, c'était 40 événements en même temps avec vraiment un kit. Et en fait, c'était une décentralisation de l'organisation événementielle. Les gens organisaient l'événement chez eux-mêmes, dans des tiers-lieux ou alors dans des lieux que nous on mettait à disposition. Et ce qu'on a fait là, c'est vraiment de recentrer l'événement, le fait d'être ensemble autour de l'expérience. Et qui est une des grosses plus-values d'un événement. Alors, au niveau du futur des écosystèmes entrepreneuriaux, alors je vois qu'il y a des noms. Quel est le futur pour nos gros écosystèmes entrepreneuriaux? Donc là, on est en plein dans la crise, c'est la 2e phase. Il y aura probablement encore des confinements en 2021 sans vouloir jouer les rabat-joie. Mais quel futur? Je pense qu'on va aller, et ça se voit, c'est une tendance qui se fait même aussi dans d'autres pays, notamment en Asie, c'est une hybridation. Et donc, c'est en fait toutes les animateurs économiques vont réinterroger non seulement les besoins, mais également leur chaîne de valeur, les réanalyser et en fait faire une scission entre les outils et choisir l'outil qui convient le mieux en fonction du besoin auquel répond leur activité. Est-ce que on a plus un besoin qui peut être virtualisé? Par exemple, on pense à un webinaire, quelque chose où c'est juste une transmission d'informations. Je pense pas qu'on va avoir autant de séances d'information qu'avant.
en tout cas pour certains publics, même si n'oublions pas la fracture numérique. Il ne faut pas laisser trop de gens derrière non plus. Et un recentrage sur les activités clés avec, par exemple, de l'événementiel beaucoup plus confidentiel ou en tout cas sur invitation et un public pour vraiment jouer sur l'expérience, la rencontre et la qualité en fait des échanges. Je suis pas certain qu'on va aller à une formation juste pour écouter la formatrice ou le formateur parler. Il faudra vraiment avoir une vraie plus-value. Et par exemple, quand on regarde ce que TED.com, qui est une des conférences internationales très très connues, c'est ce qu'ils ont fait il y a 20 ans en fait. Ils ont d'un côté, ils ont le contenu et une diffusion de contenu, donc c'est une boîte de production de médias en fait, où ils vont chercher des speakers incroyables avec un format qui est très très bien léché, et on l'a vu avec ce que Marine disait aussi, où ils font vraiment, on a une attention sur la qualité du contenu qui est délivré et sur la manière de le délivrer d'une part, et alors d'autre part, un événement hyper prestigieux, hyper quali, avec des gens triés sur le volet, et donc un vrai intérêt et une vraie justification à ce qu'on participe à cet événement physique et qu'on se déplace, qu'on se déplace jusqu'aux US ou au Canada pour y participer et qu'on paye le prix parce que c'est des conférences qui sont très chères. C'est peut-être pas un modèle à appliquer chez nous. Donc vraiment, spécialisation en fonction des forces et des faiblesses, l'outil événementiel ou l'outil numérique. Deuxième chose, c'est l'importance du storytelling. Au final, tout ce qu'on vit là, tout ce qu'on raconte, c'est qu'une histoire, c'est un récit. Et quand on pense un événement, à la base, c'est pas un événement où on met plein de gens dans une salle. Un événement, c'est une péripétie dans une histoire. Et donc, je pense qu'on va voir de plus en plus, et ça se voit énormément au niveau du gaming, c'est des tendances qui sont vraiment intéressantes au niveau de l'e-sport, aussi au niveau du sport en général, hein, ils sont très bons pour utiliser le storytelling. C'est comment est-ce que nous, en tant que business, en tant qu'animateur économique, on peut créer ce fil rouge, créer cette histoire commune au sein de nos écosystèmes, et comment est-ce qu'on peut relier les différents parcours ensemble à travers le numérique et le présentiel. Je pense aussi que réfléchir en termes de saison, comme une série télé ou une saison de théâtre, ça peut être très intéressant. C'est ce qu'on fait au Man in Market depuis maintenant 3 ans. C'est que chaque année, on donne, en tout cas pour celui de Louvain-la-Neuve, on donne une coloration et on remarque que ça se fait de plus en plus. Namur a une coloration, le Luxembourg, on choisit aussi des colorations, et donc on va vraiment, parce que on va avoir cette spécialisation au niveau de l'histoire que l'on raconte, parce que et on l'a dit, il y a aussi 2 sessions, le territoire, la notion de territorialité ne sera plus utilisée de la même manière. Et finalement, je pense que, en tout cas, à moyen terme, il va falloir tenir compte des impacts de cette crise sur 3 choses. C'est la santé mentale. Aujourd'hui, on se sent pas nécessairement en sécurité, mais on est chez nous. Demain, quand on va devoir recommencer, quand on va avoir l'opportunité de recommencer à partager, à participer à des rassemblements, que ce soit des formations, des événements, des congrès, voyager, voilà, exactement. Je pense qu'il va y avoir un gros syndrome de la cabane et qu'il y aura toute une partie des gens qui vont être dans cette ère grise et donc vont être angoissés, vont être stressés, et donc ça va avoir un impact sur la qualité et le vécu émotionnel que les gens vont avoir lors de nos activités d'animation économique. Et c'est quelque chose du coup auquel il va falloir penser, auquel il faut anticiper. Deuxième chose, c'est budget. Les budgets, là, on a ouvert les vannes, mais il y a un moment, les vannes, il va falloir qu'elles se referment. Et donc, je pense que de nouveau, en termes de justification, il va falloir être capable, parce qu'un événement, c'est souvent considéré comme ou de l'animation économique en général. C'est difficile de justifier d'un jeu de causalité directe facile à démontrer. Oui, j'ai organisé tel événement et voilà les délivrables. C'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Et donc, il va falloir être capable de justifier l'allocation des budgets et surtout pour les pouvoirs publics d'être suffisamment souple pour accepter aussi qu'il n'y ait pas de délivrable clair à la fin d'un événement, parce qu'un événement, comme je le disais, ça se traduit à travers le temps et c'est une histoire. Ça va au-delà de juste du transactionnel, c'est du relationnel et voilà. Alors, le troisième point, et puis je vais pouvoir laisser la place, c'est la création de la relation de confiance. On sait que pour les entreprises, pour le dynamisme d'un tissu économique, la confiance est un des facteurs primordiaux pour avoir du dynamisme économique. Et la confiance aujourd'hui, il y a énormément de mécanismes auxquels on avait accès avant la crise, et auxquels on a accès quand on est dans la vraie vie, auxquels on n'a plus accès dans le numérique. Et donc, il va falloir réinventer ces usages
au niveau de la confiance. Par exemple, un exemple concret en termes de législation. On sait que la législation est super importante pour créer la confiance dans les business. Le problème du digital, c'est que ça évolue tellement vite que la législation n'arrive plus à suivre. Et donc là, il y a un vrai risque pour les législateurs. Et on en parle aujourd'hui, mais je pense en termes d'animation économique, c'est un risque qu'il faut prendre en compte. Il y a un vrai risque pour les législateurs, en fait, que la confiance dans le système législatif et dans l'écosystème s'amenuise petit à petit. Le fait qu'on puisse plus se rencontrer, c'est moins facile d'avoir confiance. Enfin, on peut avoir n'importe qui derrière l'écran. Déjà, dans la vraie vie, c'est pas toujours facile de savoir à qui on a affaire, mais alors derrière l'écran, c'est encore pire. Et alors, il y a cet effet aussi l'effet de réseau où, parce que la personne fait partie d'un réseau, on lui fait plus facilement confiance. Et donc, ça pose la question de comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça. Donc, voilà. Alors, j'avais envie... c'est différent. Voilà, c'était quelques petits points. Si vous en avez, je vois que par exemple que Monsieur Robert Viseur dit que l'impact sur la santé mentale et pense qu'on va très vite oublier. N'hésitez pas à rajouter des petits points si vous pensez qu'il y a d'autres éléments en termes d'animation économique, en termes de renforcement des écosystèmes qui sont importants. J'ai essayé de prendre quelques exemples concrets avec l'exemple de TED, avec l'exemple de Money Market et différentes tendances qu'on voit au sein des différents écosystèmes locaux. J'avais envie de terminer avec un WooClap de nouveau, donc wooclap.com/CETIC, vous pouvez remonter dans le chat pour avoir le lien. C'est qu'est-ce que vous estimez déjà avoir adapté dans votre organisation, vous, au sein de votre organisation, parce que de nouveau, on n'avance pas tous à la même vitesse ou de la même manière. Et donc, je pense que ça, c'est aussi un enjeu, et c'est le dernier enjeu que j'aimerais bien illustrer par cette interaction-ci, c'est de se rendre compte que si on veut avoir un écosystème fort, il faut qu'on avance et qu'on soit conscient qu'on n'avance pas tous à la même vitesse et qu'il y a plein d'éléments sur lesquels on doit avancer en même temps. Et donc, c'est aussi de quand on fait notre programmation, qu'elle soit événementielle, qu'elle soit d'animation économique, eh bien, il faut rester en empathie et rester ouvert au fait qu'on n'est pas tous au même niveau en même temps et que peut-être qu'on est très avancé à un niveau, mais que d'autres personnes, et donc, c'est de prévoir ces éventualités-là. Voilà, là, le case in point, on a, sur 7, on en a 5. Donc, c'est travail pour renforcer, maintenir la confiance dans l'écosystème. On voit qu'on adapte et on numérise les flux de travail. Ça, je pense que aujourd'hui, le storytelling, par exemple, il y a une seule personne qui le fait. Une gestion différenciée des temps et lieux, l'hybridation, ça, voilà, on voit que c'est une tendance. Au niveau UX, par exemple, il y a très peu de travail qui a l'air d'être fait. Pareil dans la formation des équipes, et la formation des équipes est capitale. Donc voilà, pour conclure, les besoins sont toujours bien présents et renforcés. Un réseau, un écosystème, c'est avant tout du relationnel. Et là, il y a les études depuis les années 70 qui le montrent. Réfléchir en termes transactionnels pour construire un écosystème ne fonctionne pas ou peu. Et alors, c'est jouer sur ces facteurs de confiance, c'est important. L'humain avant tout, on est d'abord des hommes, des femmes dans des entreprises. On est des hommes, des femmes qui nous rencontrons, des hommes, des femmes qui portons les projets. Et alors, aujourd'hui plus qu'hier encore, on a cet espace pour innover, oser, aller de l'avant et pouvoir un peu se planter parce que c'est pas grave. De toute façon, on est tous dans le même panier et on se plante tous chacun à notre manière. Donc, faisons-le ensemble. Allons de l'avant pour renforcer nos écosystèmes entrepreneuriaux. Voilà, Laurie. Merci beaucoup, Martin. Donc voilà, je n'ai pas vu qu'il y avait de questions particulières pour ta présentation, qui était aussi très, très chouette. Donc voilà, maintenant, je vous invite tous à passer dans l'onglet Session à la clôture. Normalement, les autres sessions sont terminées aussi. Nous sommes la dernière. Donc voilà. Merci à tous. Au revoir tout le monde.